Bonjour à tous. Donc, on va parler des anomalies des arcs aortiques. Et on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais souvent, quand on parle des anomalies des arcs aortiques, on parle aussi de la sténose congénitale de la trachée, parce que c'est souvent associé à ce type d'anomalie. Euh, et donc, on va commencer un petit peu. Bon, je ne vous fais pas l'affront de refaire toute l'embryologie. Vous savez qu'on a une aorte dorsale, une aorte ventrale, et entre les deux, vous allez avoir des arcs aortiques. Il y a des arcs aortiques qui vont régresser, d'autres qui vont persister, et ça va normalement donner l'anatomie. Vous avez une grosse aortique à gauche avec un TABC à droite. Bon, je vais passer un petit peu parce qu'on manque un petit peu de temps, et on va se concentrer sur, je vous laisse dans la présentation, on va se concentrer sur euh, les, euh, les, euh, les anomalies et surtout les formes symptomatiques. Bien sûr, quand on reprend chaque segment d'arc et, euh, et chaque segment qui doit disparaître ou persister, on se rend compte qu'en faisant persister ou en faisant disparaître les différents segments, ben, on peut recréer toutes les anomalies des arcs aortiques qu'on va rencontrer. Euh, et donc là, ça c'est l'anatomie normale avec une crosse à gauche, un TABC droit, la subclavière, la carotide gauche, la subclavière gauche qui naissent. Voilà. Quand on voit que si on fait donc disparaître le quatrième arc aortique gauche et qu'on fait persister le quatrième arc aortique droit, mais on voit qu'on va avoir une aorte à droite avec un TABC qui va être à gauche. Et ça, on peut refaire ça pour chaque segment. Euh, pour chaque segment, par exemple, ici, donc, on a fait, euh, on a fait disparaître ce segment qui relie la subclavière au TABC et on voit que la subclavière gauche reste branchée sur l'aorte dorsale et ça donne une subclavière droite rétroesophagienne. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu vite, mais ça, c'est un petit peu des choses que vous avez déjà vues. Euh, on va se concentrer un peu sur ce qui nous intéresse en pratique, c'est-à-dire quelles formes vont être symptomatiques et comment on va les prendre en charge. Euh, et donc, les formes symptomatiques, celles qui vont donner des compressions de la trachée, puisque c'est le principal mode de découverte des anomalies des arcs aortiques, en dehors de la découverte systématique à l'écho anténatal ou au cours de l'expertise d'une autre cardiopathie. Et donc, on a les anomalies qui vont constituer des anneaux autour de la trachée qui sont dites les anomalies encerclantes et les anomalies non encerclantes qu'on verra ensuite. Alors, la sémiologie de l'obstruction, vous savez que normalement, l'obstruction intrathoracique donne une bradypnée expiratoire. L'obstruction extrathoracique donne une bradypnée inspiratoire. Par exemple, la laryngomalacie, la compression trachéale, c'est un petit peu entre les deux. Pour qu'une compression soit symptomatique, il faut que la réduction du diamètre soit au moins de 50%. C'est-à-dire que toutes les réductions de moins de 50% n'entraîneront aucun symptôme. Bien sûr, une réduction du diamètre de 50% entraîne une réduction de la surface de 75%. Et donc, à partir de 50%, on a une symptomatologie. Les symptomatologies sévères sont pour des réductions du rayon qui vont être de plus de 50%, plutôt aux alentours de 75%. Hein. Donc, à partir de 50% de réduction, on va avoir une symptomatologie la plupart du temps assez légère. Et les formes graves qui vont conduire l'enfant en réanimation sont les formes où l'obstruction est supérieure à 75%. Donc, sur ces patients, en général, on dit toujours, bah oui, c'est un stridor et c'est une laryngomalacie. En gros, à chaque fois qu'il y a un bruit respiratoire, il doit être exploré. Et ça, c'est pas notre travail, c'est le travail des ERL. Et il doit avoir une imagerie, donc une rhinofibroscopie, on voit les cordes vocales. Si on a un bruit respiratoire et qu'il n'y a pas de laryngomalacie, là, il faut aller plus loin dans les explorations. Tout ça veut dire que c'est une compression plus basse. Hein. Et donc, ça veut dire une imagerie et ça veut dire éventuellement euh, des examens un peu plus invasifs comme une endoscopie trachéale. Là, vous voyez une laryngomalacie, hein, pour ceux qui n'avaient jamais vu. Bon, voilà. La laryngomalacie, c'est la plupart, c'est 95% des stridors. Et une toute petite partie seulement va être, donc ça c'est une laryngomalacie pour ceux qui n'en avaient jamais vu,
une toute petite partie vont être des compressions trachéales. Donc, dans les anomalies encerclantes, pour comprendre de façon simple les anomalies encerclantes, il faut, le plus simple, c'est de connaître ce schéma qui est le schéma de Coronet, qui est un schéma faux, hein, où on a une aorte ascendante, une aorte descendante, et de chaque côté un arc aortique avec deux vaisseaux qui naissent de chaque côté, c'est-à-dire la carotide primitive et la sous-clavière. Et on voit des arcs aortiques. Donc l'anatomie normale, c'est bien sûr d'avoir une crosse à gauche, hein, ou d'avoir une crosse à gauche complète, et d'avoir une interruption ici, c'est-à-dire avec un TABC droit. Et en fonction avec ce petit schéma très simple, mais un peu faux, mais très simple, on peut reproduire toutes les anomalies, hein, telles que vous l'avez ici. Vous voyez que si on laisse il n'y a aucun segment qui régresse, eh bien, on a une situation d'un double arc aortique. Hein. Si c'est le segment gauche qui régresse en arrière des deux vaisseaux, eh bien, on a une arche droite avec un TABC gauche. Si la régression se fait entre les deux vaisseaux, entre la subclavière et la carotide primitive, on a une arche droite avec une subclavière rétro-œsophagienne, etc., etc. Donc on va revoir ces anomalies une par une. La plus connue des anomalies encerclantes, c'est le double arc aortique. On voit une vue de trois quarts où on a l'arche droite qui est masquée, l'arche gauche qui est ici avec la carotide primitive gauche, la subclavière gauche, avec le naval récurrent qui passe bien sûr en dessous. On a un arc de chaque côté de l'axe aérodigestif. Et bien sûr, ça va entraîner des compressions variables. Il y a des compressions qui peuvent aller de la forme symptomatique dès la naissance et grave à des formes avec quasiment pas de compression qui sont découvertes de façon fortuite, parfois même à l'âge adulte. Dans un schéma d'autopsie, parce que oui, on peut mourir d'un double arc. Hein, on a déjà vu des patients qui nous ont été adressés sous ECMO avec une incapacité de ventiler sur des enfants petits. Et donc, on voit bien ici la trachée et l'œsophage qui sont complètement encerclés et pris dans un anneau circulaire avec ici l'arche gauche, l'arche droite, la carotide primitive droite, la subclavière droite, la carotide primitive gauche, la subclavière gauche, et ici leur thoracique descendante. On voit bien sûr que cette anomalie encerclante, ça peut donner des compressions sévères avec une symptomatologie importante. En imagerie, ça donne ça. Donc, on voit l'aorte ascendante, l'aorte descendante et les arcs. Donc, il y a un arc qui va être un arc droit et un arc gauche. On voit qu'ici, c'est un arc gauche qui est dominé, hein, parce que l'arc gauche est le plus petit, ce qui est la partie la plus fréquente. Là, je ne vous ai pas mis toutes les groupes du scanner, mais on voit que sur ce scanner, la surface de la trachée, elle a perdu un peu sa forme normale en fer à cheval et elle est beaucoup plus petite qu'au-dessus et en dessous. Ça, c'est une image caractéristique. Donc là, c'est passé un petit peu vite. Vous voyez, donc la trachée qu'on suit, qui est à un calibre réduit, qui reprend un calibre normal ensuite et qui est comprimée dans cette anomalie circulaire. Donc, sur le scanner, ça donne ça. Hein, il y a différentes possibilités. Donc, ici, où on a un arc droit qui est plus gros que le gauche, donc c'est une forme droite dominante. Ici, où c'est le contraire. Hein, vous avez une arche gauche qui est dominante avec un arche droit qui est plus petit. Et puis, vous pouvez avoir des formes équilibrées où les deux arches sont équivalentes. Voilà. Là, vous avez une forme où il s'agit effectivement d'un double arc, mais avec une portion athlétique. On voit ici un segment dorsal qui n'a pas régressé, on voit ici le TABC, et cette petite zone qu'on ne voit pas au scanner, parce qu'elle n'est pas injectée, il y a quand même de la paroi, mais c'est juste un cordon, puisque cette zone-là est atrétique. Hein. Et donc, c'est un vrai double arc avec une portion atrétique. Alors là, forcément, c'est pas injecté parce que c'est atrétique, mais on voit de la forme, on voit bien qu'il y a une continuité. Hein. C'est pas tout à fait la même chose quand vous avez une arche droite avec juste un TABC, eh bien vous n'avez pas cette persistance dorsale et ce TABC qui a l'air contraint vers l'arrière. Donc ça, c'est un double arc aortique, mais avec une portion qui est atrétique. Voilà. Donc chirurgicalement, le traitement il est très très simple. Là, vous avez une vue en thoraco-gauche. Donc le rachis est là, le sternum va être vers l'avant. Vers la droite, vous avez le haut de l'enfant et vers la gauche, vous avez le bas de l'enfant. On voit ici l'œsophage avec derrière la trachée, avec l'arche gauche ici, l'arche droite ici et l'aorte thoracique descendante ici.
Sur le lac jaune, c'est la sous-clavière gauche. Sur le lac rouge, c'est l'artère thoracique descendante. Vous voyez que on voit l'axe aérodigestif qui est coincé entre les deux. Et bien, quand c'est comme ça, on va sectionner. Donc, si c'est l'arc droit qui est dominant, ben, on sectionne l'arche gauche ici. Si c'est l'arche gauche qui est dominante, ben, on va sectionner l'arche droit. Quand c'est un arc équilibré, c'est un petit peu plus difficile. Eh bien, on va décider lequel arche couper pour qu'à la fin, il y ait le moins de compression possible. Puisque quand on va traiter un double arc, il y a toujours une compression résiduelle par l'arche qu'on va laisser, qui peut être jusqu'à 50%. Mais le fait que ce soit plus encerclant diminue la gravité, fait qu'on n'a plus d'épisodes de passage en réanimation, etc. Mais on a toujours une compression résiduelle. Et donc, quand les arcs sont équilibrés, on va choisir en fonction du scanner quel arc donnera le moins de compression une fois qu'on l'aura coupé, une fois qu'on aura coupé l'autre. Il faut savoir que la trachée, elle est comprimée et donc elle est malacique. À toutes ces compressions trachéales, vous avez associé une trachéomalacie, c'est-à-dire le segment de trachée qui est comprimé depuis toujours, qui va être mou, et cette trachéomalacie, bien sûr, elle ne va pas guérir immédiatement. Et donc tous ces patients qu'on va opérer de double arc ou de compression trachéale, ils vont potentiellement garder des symptômes, et les symptômes ne vont pas être résolutifs immédiatement. La trachée elle va mettre jusqu'à 2 ans pour bien durcir, et donc les enfants peuvent rester symptomatiques pendant plusieurs mois, voire 2 ans après la chirurgie, mais ils vont toujours guérir, c'est-à-dire que la trachée va toujours se durcir, et il faut juste être un petit peu patient. Mais il faut prévenir les parents que les enfants peuvent garder une toux, un bruit et des symptômes, même après la chirurgie. Par contre, le fait d'enlever la pneumonie encerclante, d'une part, va permettre à la trachée de guérir, d'autre part, va en général éliminer toutes les formes graves, c'est-à-dire les difficultés de ventilation qui vont nécessiter une hospitalisation, voire une hospitalisation en réanimation. Donc, voilà, dans 75% des cas, c'est l'arche droite qui est dominante. Dans 18% des cas, c'est l'arche gauche. Et les formes équilibrées sont beaucoup plus rares. Là, on voit, c'était un double arc où on a décidé de sectionner l'arche droite. Et donc, on voit l'arche gauche qu'on a laissée. Et derrière, eh bien, on voit qu'on n'a plus l'arche droite qui vient comprimer l'arche aortique, l'axe aérodigestif. Juste petite remarque, c'est que quand on va sectionner l'arche, on va aussi toujours sectionner le ligament artériel. Et sous l'arche et le ligament artériel passe bien sûr le récurrent. Et la paralysie du récurrent, c'est une des complications potentielles qui est très rare, mais une des complications potentielles de cette chirurgie, sachant qu'en général, c'est une paralysie, hein, c'est-à-dire que c'est juste le fait de l'avoir bousculé un petit peu qui va être un peu paresseux au départ. C'est rarement une paralysie complète qui ne récupère pas, c'est-à-dire c'est très rare qu'on sectionne le récurrent sur cette chirurgie. Mais bon, c'est une complication à connaître de ce type de geste. Voilà. Alors, une forme équivalente au double arc, c'est quand vous avez donc une arche droite, hein, donc une arche droite avec un TABC gauche. Alors ça, c'est une forme en miroir, hein, c'est-à-dire qu'on a un TABC gauche, puis une carotide, puis une subclavière. Donc c'est en miroir par rapport à une arche gauche. La seule chose, c'est que le ligament artériel qui part du tronc artère pulmonaire, il peut aller, quand ces arches sont à droite, vers 2 endroits, soit vers l'isthme aortique. Et dans ces cas-là, vous avez une anomalie encerclante, puisque vous avez d'un côté l'arche aortique, de l'autre côté le ligament artériel. Et donc, l'axe aérodigestif est pris dans cette pince. Le ligament, il peut aussi aller sur le TABC. Et donc, s'il va sur le TABC, ça ne fait pas une anomalie encerclante. Et ce sont des formes qu'on ne sera pas amené à prendre en charge. Donc, voilà. Donc, ces formes de compression, la difficulté, c'est que sur le scanner, on ne voit pas le ligament artériel quand il n'est pas perméable. C'est-à-dire qu'on ne voit pas s'il va sur le TABC ou s'il va sur l'artère thoracique descendante. Néanmoins, en général, c'est assez facile de faire diagnostic, parce que d'une part, si l'enfant est symptomatique, c'est que ça va sur l'isthme aortique. D'autre part, quand vous avez ces petits indices comme un bout de segment dorsal qui persiste, hein, ce qu'on pourrait appeler dans la forme complète du verticule de Comrel, quand c'est très développé, le fait que ce petit segment dorsal persiste, c'est un indice que le ligament il arrive dans cette zone-là et que vous êtes sur une anomalie encerclante. Là, vous voyez très bien sur ce scanner que le,
la trachée est comprimée. Hein, et en fait, la trachée, elle est comprimée par la cheville droite, mais elle est comprimée par la cheville droite parce que de l'autre côté, il y a le ligament qui empêche la trachée de se déporter. Hein. Et donc, on comprend bien que quand on va couper le ligament qui est à gauche, l'aorte continue toujours un petit peu de comprimer, mais comme il n'y a plus de bio, la trachée elle a tout l'espace pour se développer vers la gauche et pour ne plus être comprimée au point de donner des symptômes sur le long terme. Mais ce que je vous disais un petit peu sur les double arcs, à chaque fois qu'on fait cette chirurgie, il y a toujours une compression résiduelle une fois qu'on a terminé la chirurgie. Donc ça, c'est la disposition en miroir avec, en imagerie, en scanner, avec l'arche droite, le TABC gauche. Ça, c'était un exemple en chirurgie. C'est un par sternotomie, parce que c'est un malade qui avait également une sténose congénitale à la trachée. On voit ici l'arche qui va vers la droite, avec le TABC qui va vers la gauche, avec la subclavière, la carotide. Ici, c'est le tronc veineux innominé. Et vous avez ici l'artère pulmonaire avec le ligament artériel qui a été coupé, qui allait vers l'artère descendante. Je passe ça. Donc, quand on a cette anomalie avec une arche droite et un ligament artériel gauche, le geste sur le chirurgical est très simple. Il suffit juste de sectionner le ligament artériel. Alors, même s'il n'est pas perméable, on met toujours deux nœuds dessus. Et on va couper le ligament artériel. Vous voyez qu'ici, vous avez entre les deux nœuds noirs le ligament artériel. Une fois qu'on l'a coupé, vous voyez très largement ce qu'elle est, c'est l'œsophage et la trachée. Et vous voyez que les deux nœuds se sont complètement écartés et ont laissé complètement l'espace à la trachée pour s'expandre et pour qu'il n'y ait plus de compression et que les voies aériennes soient libres. Quand on fait ça, bien sûr, quand on coupe les ligaments, on dissèque un petit peu les différents éléments, le canal natal, etc., pour que tout ça s'ouvre bien. Voilà. Alors, parfois, quand on peut voir sur le schéma de Cornet, le segment qui doit régresser et qui régresse se fait entre la subclavière et la carotide. Dans ce cas-là, vous avez une image où vous avez l'aorte ascendante avec non pas un TABC gauche, mais une carotide primitive gauche, avec ensuite une carotide primitive droite, une subclavière droite, et de l'aorte thoracique descendante naît la subclavière. Et en fait, la subclavière, dans ces formes-là, ne naît pas directement de l'aorte thoracique descendante, mais d'un diverticule de Comrel qui est en fait un segment de l'aorte dorsale qui n'a pas régressé. Et donc, au niveau de ce diverticule de Comrel naît l'artère subclavière gauche, et au niveau de ce diverticule de Comrel arrive le ligament artériel. Et donc, on est bien dans une anomalie encerclante, puisqu'on a une arche droite et un ligament gauche, avec en plus cette subclavière et ce diverticule de Comrel qui sont derrière. Alors, vous avez ici des exemples, hein, où vous voyez très bien donc, la carotide et derrière la subclavière gauche qui naît d'un segment dilaté qui est ce diverticule de Comrel qui lui-même est branché sur l'aorte thoracique descendante. Entre l'origine de la subclavière et le Comrel et l'artère pulmonaire, vous avez le ligament artériel qui fait la compression. Donc, dans ces formes-là, on voit ici, donc, c'est un segment où on voit l'aorte thoracique descendante avec le diverticule de Comrel qui va donner la subclavière. Le Comrel, il peut être très gros, hein, il peut faire la taille de l'aorte, et chez l'adulte, il peut être beaucoup plus gros, c'est-à-dire que ce n'est pas de la paroi artérielle normale. Avec le temps, on a tendance à former des anévrismes, et on peut avoir des anévrismes énormes hein, de ces Comrel quand ils n'ont pas été opérés à l'âge adulte, enfin, même sur des jeunes adultes. Donc là, je vous passe le scanner. Vous allez voir donc la subclavière qui naît du Comrel et qui reprend un calibre normal ensuite. La subclavière, voilà, qui passe en arrière. Alors vous voyez que ces Comrel, ils ne vont pas donner de compression trachéale à proprement parler. C'est-à-dire que ce qui fait la symptomatologie, c'est juste l'anomalie encerclante, donc c'est le ligament artériel. Donc pour régler le problème de la compression, il suffit de sectionner le ligament artériel. La seule chose, c'est que quand on sectionne le ligament artériel et qu'on laisse le Comrel, ces Comrel, je vous dis, peuvent devenir anévrismaux et ils vont principalement donner au départ des compressions œsophagiennes et donc ils peuvent donner une symptomatologie digestive à type de dysphagie. Et donc, il faut, à chaque fois qu'on a ces formes-là, il faut couper le ligament, bien sûr, pour lever la compression trachéale, mais il faut aussi enlever ce Comrel, parce que si on l'opère, eh bien, on traite complètement la malformation, c'est-à-dire on enlève le Comrel, puisque dans les séries de résection de ces ligaments artériels, on a vu que le seul facteur de risque dans les grandes séries anciennes de compression trachéale, le seul facteur de risque de réopération, c'était le fait de laisser le Comrel,
qui plus tard se développait et donnait une symptomatologie digestive. Donc, quand on opère ces malformations des arcs, bien systématiquement, on va réséquer le combrel. Si on résèque le combrel, ça veut dire qu'on a privé la subclavière de son origine. Et donc, la subclavière, on va la réimplanter, mais on va la réimplanter non pas sur l'aorte thoracique descendante, mais sur la carotide primitive pour reformer un TABC gauche. Voilà, donc comment on fait? On enlève le combrel, on sectionne le ligament et la subclavière qui naissait de ce combrel, eh bien, on la réimplante sur la carotide. Alors, ces subclavières, chez le petit, c'est assez facile, on peut couper les subclavières sans les réimplanter. Bon, le principe, c'est que si on a une subclavière, c'est mieux qu'elle soit alimentée de façon antérograde, et donc on va toujours la réimplanter. Le seul petit problème, c'est que quand on fait ça, eh bien, on va clamper la carotide, on va clamper la subclavière. Et donc, chez les tout petits, en général, ils ont un polygone de Willis très compétent. Si on fait ça chez les plus grands, il faut vérifier par une IRM, une angio-IRM cérébrale, que le polygone de Willis, si on doit faire ça sur un enfant de 15 ans, il faut vérifier que le polygone de Willis est compétent avant de faire cette chirurgie. Voilà, donc les complications, oui, il y a le risque théorique, comme dans toutes les chirurgies des arcs, il y a le risque de paralysie récurrentielle, paralysie phrénique non, et la compression résiduelle, ça, elle est quasiment systématique, elle est en général polysymptomatique et elle va s'améliorer avec le temps. Voilà. Alors, il faut savoir que, oui, les causes de réintervention, si on a laissé le combrel, si on s'est un peu trompé de diagnostic et que l'aorte, en fait, est encerclante, et c'est pas toujours facile de faire la différence. Il faut savoir que l'aorte encerclante, c'est rarissime. Hein. C'est rarissime, et donc la probabilité, quand vous avez une forme d'arche droite, etc., c'est que ce soit quand même plutôt une forme normale et pas une vraie aorte encerclante. Les vraies aortes encerclantes sont rarissimes. La fibrose cicatricielle, c'est une complication qui peut survenir à moyen terme, c'est-à-dire que toute la zone où on a disséqué, ça va faire la fibrose qui va refaire une striction, mais pas sur la trachée, principalement sur l'œsophage. Et donc, on a eu quelques enfants qui sont pleins de dysphagie à distance. Ça se traite assez facilement par une dilatation intra-œsophagienne. Voilà. La trachéomalacie qui persiste, ça, c'est pas une complication, c'est l'évolution naturelle, et en général, ça va rentrer dans l'ordre. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que devient cette zone réséquée à très long terme? Et donc, les enfants qu'on opère de cette région-là et d'un combrel, même quand on l'a opéré, il n'y a pas de recommandation particulière, mais il est probablement judicieux de contrôler l'aorte à l'âge adulte, hein, de vérifier ce qu'est devenu cette zone d'aorte qu'on a opérée une fois qu'on a fini la croissance et qu'on entre à l'âge adulte. Moi, je sais que tous les patients qu'on opère, on refait, on propose, parce que forcément, ça ne fait pas 50 ans qu'on fait ça, mais on propose de faire une IRM de l'aorte thoracique une fois qu'ils sont arrivés à l'âge adulte, ça dure vers 20 ans. Ensuite, il y a des anomalies beaucoup plus rares. Je vous dis l'aorte encerclante. Vous voyez ici, c'est une aorte ascendante à gauche, à droite, pardon, avec une arche qui va à gauche, qui passe derrière l'aorte de l'œsophage et qui revient le long du rachis à droite, avec une distribution des troncs supraortiques qui peut être assez variable. Ça, ce sont des formes qui sont rares, hein, très rares. Et donc voilà, mais ce sont des formes qui donnent à la fois des compressions importantes et qui ne sont pas très très faciles à traiter, puisque quand on fait ça, il va falloir changer la crosse de côté. Hein. Et ça veut dire que ce n'est pas juste une petite chirurgie où on coupe un segment, c'est-à-dire que il faut une CEC, il faut une hypothermie, il faut faire un arrêt circulatoire, il faut disséquer l'aorte, la couper, la repasser de l'autre côté, etc. Et comme la forme de l'aorte est faite pour aller à gauche ou à droite, on peut avoir les deux formes, le fait de la changer de côté fait qu'il y a toujours une compression résiduelle qui peut ne pas être négligeable. Donc ça, c'est à la fois une anomalie rare et aussi difficile à traiter, beaucoup plus que toutes les autres formes que je vous ai montrées avant, qui sont des chirurgies assez simples, où on se contente de sectionner un anneau pour en faire un anneau ouvert. Voilà, donc ça, je vous dis, c'est un exemple de chirurgie avec une aorte encerclante droite où on va faire un décroisement de l'aorte pour la passer à gauche. Voilà, alors, il y a des formes qui sont très rares aussi. Par exemple, ça, c'est une vue postérieure où on voit que ce n'est pas la subclavière qui naît de l'aorte thoracique descendante, c'est tout le TABC qui naît de l'aorte thoracique descendante. Alors,
Ça va donner de compression. Ça va donner de compression parce que forcément, le ligament artériel, il va vers l'arrière, il va vers cette zone-là. C'est pareil. Là, c'est une chirurgie qui est un peu plus compliquée que juste sectionner un arc. Et donc, forcément, quand on pèse le rapport bénéfice-risque, il faut qu'il y ait une vraie compression, une vraie symptomatologie pour se lancer sur une chirurgie d'un TABC rétro-œsophagien, sachant que voilà, ça, ce sont des formes aussi qui sont rarissimes. Bon, si on parle des choses rarissimes, tout est possible, hein. Vous avez des anomalies parfois qui peuvent être très compliquées, en général sur des enfants syndromiques, hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des anomalies très compliquées, enfin c'est rare de faire des anomalies très compliquées des arcs aortiques sur des enfants qui n'ont pas d'anomalie génétique. Ensuite, vous avez des anomalies qui vont donner des compressions trachéales, donc on va être amené à prendre en charge, mais qui ne sont pas encerclantes. Alors, la première chose, ce n'est pas une anomalie, hein, c'est le TABC. On peut avoir une compression de la trachée par le TABC. C'est fréquent d'avoir une compression de la trachée par le TABC, puisque avant 2 ans, si on fait les scanners, il y a 50% des enfants qui ont une compression de la trachée par le TABC. C'est très très rare que cette compression soit symptomatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le TABC, avec le temps, il va se déplacer un petit peu vers la droite, puisque chez l'enfant, le TABC il est très à gauche et il croise la trachée. Avec la croissance, le TABC, les rapports entre le TABC et la trachée vont se modifier, et en général, la compression va plutôt diminuer. Et donc, c'est très fréquent d'avoir une compression, c'est très rare d'avoir une compression symptomatique, et si on a une compression symptomatique, on opérera uniquement les formes très très symptomatiques, c'est-à-dire les formes qui sont menaçantes, puisqu'on sait que normalement, avec le temps, ça doit s'améliorer, seulement il faut un petit peu de temps. Et donc, si on a une forme qui est très symptomatique sur un enfant qui a 1 mois, eh bien là, on va être obligé de l'opérer, parce qu'il n'aura pas le temps de grandir, il risque de faire des accidents graves, et donc, éventuellement. Donc, la compression est fréquente, la compression symptomatique est rare, et le fait de l'opérer, ça, c'est très, très rare. Donc, on voit ici un exemple, vous voyez le TABC qui comprime la trachée derrière en avant, avec une lumière qui est bien diminuée. Il y a toujours une maladie associée comme toutes les compressions. Et donc, le traitement, c'est soit de tirer l'aorte vers l'avant, faire une orthopexie, soit de déplacer le TABC. Donc, chez l'enfant, il est un petit peu trop à gauche, eh bien, on va le mettre plus proximal sur l'aorte. Alors, sans mettre de tube, hein, parce que si on met un tube, forcément, si on met un tube sur un enfant de 3 semaines, ça ne va pas durer longtemps et ça va donner une sténose. En général, on peut le réimplanter directement. Et vous allez voir une vidéo. Donc, ça, c'est un exemple de compression de la trachée par le TABC. Donc, encore une fois, ce n'est pas une anomalie des arcs. Là, vous voyez la trachée avec la membrane postérieure, les anneaux en avant. Et vous voyez que, alors que il n'y a pas d'anomalie des arcs, c'est une anatomie normale, eh vous avez un TABC, c'est cette masse battante qui comprime de façon sévérissime la trachée avec une disparition complètement complète de la lumière. Ça, c'est la chirurgie. Et donc, vous voyez qu'on a un TABC, donc on va clamper le TABC, on n'a pas besoin de CEC, on clampe, c'est un petit peu flou, excusez-moi, on sectionne le TABC, on suture l'origine où il était branché, et une fois qu'on l'a suturé, eh bien, on va clamper l'aorte un tout petit peu de façon latérale, un peu plus proximale, refaire une ouverture et remettre le TABC, donc un peu plus proximal, c'est-à-dire un peu plus à droite, pour écarter le TABC du trajet de la trachée. Donc on fait une suture directe. Voilà. Alors, orthopexie ou transfert, il y a un petit peu 2 écoles. Nous, on fait en général les deux, c'est-à-dire qu'on transfère le TABC un peu plus proximal pour le retirer de la voie, ou voici la trachée avec le TABC qui n'est plus du tout au contact de la trachée. Et en général, éventuellement, on associe une petite une orthopexie antérieure, parce que parfois il y a aussi un peu la crosse qui est comprime, et donc on fait une petite orthopexie en plus du transfert pour, pour lever complètement la compression. Ça, c'est une image, une fois qu'on a levé la compression. Alors forcément, l'image est moins bonne parce que avant, vous avez une endoscopie avec un tube rigide. Là, c'est une image péropératoire, donc on passe à travers la sonde d'intubation et donc on a un fibroscope souple, d'où une qualité d'image un peu inférieure. Et donc, vous allez voir qu'on va arriver sur la zone comprimée et qu'au niveau de cette zone comprimée, eh bien, on va voir qu'on aura levé la compression. Ça, c'est en péropératoire, donc vous allez voir on va localiser par l'extérieur la zone comprimée,
voyez que là, il n'y a plus de compression. Et on va appuyer avec le doigt là où était la zone comprimée. Vous allez voir, on voit la lumière du champ opératoire apparaître à travers. Donc là c'était la zone où était le TABC, et on voit qu'on a complètement levé la compression, parce que cette zone maintenant est bien ouverte. Voilà. Dans les autres anomalies non encerclantes, on a bien sûr l'artère pulmonaire gauche aberrante. Alors l'artère pulmonaire gauche aberrante, vous voyez un schéma ici, vous avez le tronc de l'artère pulmonaire. Au niveau de là où devrait être la bifurcation, vous avez le ligament artériel, et vous voyez, vous n'avez pas l'artère pulmonaire gauche. Et en fait, vous avez une très grosse artère pulmonaire droite qui donne naissance à l'artère pulmonaire gauche, qui passe en arrière de la trachée, entre la trachée et l'œsophage, pour rejoindre le côté gauche. Et donc, vous avez la trachée qui va être encerclée par cette artère pulmonaire, avec de l'autre côté le ligament artériel. Alors ça, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne des compressions trachéales, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les artères pulmonaires gauche aberrantes sont très fréquemment associées à des anomalies de la trachée, de la structure de la trachée, ce qu'on appelle une sténose congénitale de la trachée. La sténose congénitale de la trachée, c'est un terme qu'on utilise quand la trachée n'est pas comprimée, mais quand sa structure est anormale. Et on va voir un peu ce que ça représente ensuite. Alors, vous avez ici une image où vous voyez l'artère, une image d'autopsie. Vous avez l'arche aortique qui est à gauche, vous avez la trachée qui est ouverte avec un petit fil blanc dedans, et vous avez ici l'artère pulmonaire gauche qui naît de la droite et qui passe en arrière de la trachée. On voit sur le scanner, c'est pareil, on voit très bien avec ce gros trou, cette grosse artère pulmonaire droite qui donne une artère pulmonaire gauche qui va en arrière de la trachée et qui l'encercle. La chirurgie, ça consiste donc à sectionner la subclavière, à la décroiser et à la remettre sur le tronc de l'artère pulmonaire. Donc là, c'est une vue antérieure, on a l'aorte, et donc là, on sectionne le ligament artériel, et on voit que ici, sur la droite de l'écran, on devrait avoir l'artère pulmonaire gauche, elle n'est pas là. Donc là, on met un petit point de repère pour savoir là où va être réimplantée l'artère subclavière, et on va disséquer. Donc là, on dissèque l'artère pulmonaire droite, et on voit naître de l'artère pulmonaire droite l'artère pulmonaire gauche qu'on sectionne ici. Et donc on sectionne. Une fois qu'on l'a sectionné, eh bien, on referme le trou qu'on a créé dans l'artère pulmonaire droite. On sectionne. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va décroiser l'artère pulmonaire. Et donc, on va passer l'artère pulmonaire du côté gauche de la trachée. Et une fois qu'on l'a passé du côté gauche de la trachée, eh bien, on fait un trou dans le trou de l'artère pulmonaire et on la réimplante directement comme ça. Et donc, je vous parlerai de la sténose congénitale de la trachée juste après. Et donc ensuite, ben oui, il y a des anomalies qui ne donnent pas de compression. Par exemple, persistance de cinquième arc. La persistance de cinquième arc, ça c'est une anomalie des arcs qui ne donne pas de compression. Donc en général, qui est juste une constatation et qui n'a pas de conséquences thérapeutiques. La sous-clavière droite rétro-œsophagienne. La sous-clavière droite rétro-œsophagienne, et donc vous savez, la sous-clavière rétro-œsophagienne, c'est le segment 4, le quatrième arc qui a régressé. Et donc la subclavière, eh bien, elle reste branchée à l'aorte thoracique descendante via l'aorte dorsale. Et donc elle a un trajet en arrière de l'œsophage qui passe donc en arrière de la gauche vers la droite. Ces formes-là, ça donne bien sûr jamais de compression trachéale. Il n'y a pas de compression trachéale liée à ça. Et on essaie régulièrement de nous en faire opérer pour des symptomatologies digestives. C'est très rare que ça donne une symptomatologie digestive, même si son nom, dysphagie allusoria, parle de dysphagie, c'est très rare que ça donne une dysphagie. Et pour nous la faire opérer, il faut vraiment avoir des preuves importantes, c'est-à-dire un TOGD, une symptomatologie importante de dysphagie, parce que c'est très rare que ça donne une compression œsophagienne. En tout cas, ça ne donne jamais de compression trachéale et donc jamais de symptomatologie respiratoire. C'est pareil, c'est pas parce qu'on a une arche droite qu'on a une anomalie encerclante. Vous avez une arche droite ici avec l'artère pulmonaire, le ligament artériel qui va vers le TABC. Et donc vous avez juste l'arche à droite, il n'y a rien à gauche. Donc ça ne donne pas du tout de compression trachéale. Alors rapidement,
je vais rapidement vous parler des sténoses congénitales de la trachée, puisque c'est un petit peu le seul moment où on peut en parler. Les sténoses congénitales de la trachée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une trachée, normalement, à la section, ça a des anneaux en forme de fer à cheval avec une membrane postérieure. On parle de sténose congénitale de la trachée quand on a la présence d'anneaux circulaires. Donc, les anneaux, ils vont être circonférentiels et avec un diamètre réduit. Donc, d'une part, comme vous avez une structure cartilagineuse circonférentielle, la trachée perd toute souplesse et toute capacité d'expansion. Et d'autre part, en général, c'est un diamètre réduit, plus ou moins réduit, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, des sténoses congénitales de la trachée qui vont être possibles ou asymptomatiques, hein, parce que vous avez des anneaux circulaires, mais ils sont larges. Dans la plupart des cas, ces anneaux ils sont rétrécis et ils vont donner une symptomatologie. Alors, vous voyez que ça, c'est la série, le centre qui a le plus d'expérience. Il y a deux centres qui ont une grande expérience de ces pathologies dans le monde, c'est le Great Ormond Street Hospital et Cincinnati. Vous voyez que sur une centaine de formes, ils ont donné un petit peu tout ce qu'ils peuvent voir comme anomalie. Alors, vous avez le sténose congénitale long, le sténose congénitale qui va de l'origine du cricoïde jusqu'à la bifurcation. Vous pouvez avoir des sténoses congénitales longues qui s'étendent sur les bronches, hein, sur la bronche droite, sur la bronche gauche. Vous pouvez aussi avoir des sténoses congénitales associées à des anomalies de l'arborisation. Par exemple, avec une bronche trachéale, avec une sténose au-dessus, une sténose en dessous, une sténose de tout le long avec la bronche trachéale qui n'est là, ou une sténose qui inclut la bronche trachéale. Ensuite, vous pouvez avoir des anomalies de branchement des bronches ou trois. Et ensuite, vous avez les anomalies de sténose congénitale avec une agénésie d'une bronche, avec un seul poumon. En général, agénésie ou hypoplasie d'une bronche avec un poumon qui est donc soit absent, soit très hypoplasique. Donc tout peut se rencontrer, sachant que les formes les plus fréquentes sont les sténoses congénitales longues de la trachée sans arborisation. Vous voyez que toutes les autres, avec les problèmes de branchement ou de poumons uniques, sont beaucoup plus rares. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des 50% des ABGA vont avoir une sténose congénitale de la trachée. Et quand on a une sténose congénitale de la trachée, on a 70% de cardiopathie associée et dans 70%, il y a une ABGA. Ce qui fait le pronostic de cette maladie, c'est ce qui se passe sur les bronches. C'est-à-dire quand il y a une sténose des bronches ou quand il y a une malacie des bronches, ce qui est présent dans 25% des cas, mais c'est là qu'on a affaire à des formes graves avec un très mauvais pronostic. Et voilà, toutes les sténoses qui n'impliquent pas les bronches, si la chirurgie se passe bien, on va avoir un pronostic plutôt bon sur le long terme. Le traitement de référence, il n'y a qu'un seul traitement en gros, c'est que quand on a une sténose congénitale à la trachée, il faut l'élargir. On ne peut pas l'élargir avec du tissu qui vient de l'extérieur, donc on est obligé de l'élargir avec elle-même. Et donc le traitement, ça consiste à couper la trachée au milieu de la sténose, à ouvrir la trachée, la trachée au-dessus, la trachée en dessous, pour que ça se regarde, et à faire glisser la trachée sur elle-même pour que la trachée soit 2 fois plus courte, mais 2 fois plus large, ce qui améliore considérablement la circulation de l'air à l'intérieur. Donc là, je vous ai juste un petit exemple de sténose congénitale. Vous voyez que tout à l'heure, on avait une membraneuse postérieure. Là, on n'a pas de membraneuse. On a des anneaux. Et au fur et à mesure qu'on descend, eh bien, on a une sténose de plus en plus serrée. Avec, à la fin, on voit qu'il y a une masse battante. C'est une sténose congénitale trachée qui avait une artère pulmonaire gauche aberrante avec une compression surajoutée à l'anneau circulaire. Là, c'est la zone où on ne passe même plus le fibroscope qui est de 4 mm. La chirurgie, bon, ça on va aller très vite. Donc, la chirurgie, ça consiste à libérer complètement la trachée. On va libérer la trachée. Donc là, la trachée, on l'a libérée, elle est sur un petit élastique, un petit élastique bleu. Et donc on la libère complètement. Et une fois qu'on l'a complètement libérée, eh bien, on va sectionner bien au milieu. On va sectionner bien au milieu. Et je vais juste vous montrer ça. Donc on la sectionne au bistouri. Vous allez voir qu'on a une trachée qui est circulaire avec un diamètre interne qui est très très rétréci. Très très rétréci. Bon, je vous passe un petit peu la suite, mais en gros, on ouvre la trachée au-dessus
Donc, on ouvre jusque, là c'est une forme étendue, donc on ouvre jusqu'au cricoïde et on ouvre en bas jusqu'à la bifurcation trachéale, c'est une forme assez étendue, et on va suturer la trachée avec elle-même en la faisant glisser pour qu'elle s'élargisse elle-même et avec le problème. Alors, tout le problème de cette chirurgie, c'est la cicatrisation. La trachée, c'est un organe qui ne cicatrise pas très bien. Et donc, voilà, une fois qu'on a obtenu la cicatrisation, on est tranquille un petit peu sur le pronostic. Mais toute cette phase de cicatrisation, c'est une phase à risque pour l'enfant, euh, puisque moi, ça peut nécroser, ça peut devenir tout long, ça peut être malacique. Et là, on peut être dans les gros soucis. Ça, c'est le résultat à court terme. On voit qu'on a cet aspect en 8 caractéristique, puisqu'on a 2 trachées circulaires mis ensemble. Alors, on essaye d'éviter, parfois on dilate un petit peu pour pas que cet aspect en 8 soit délétère, que ça fasse des synéchies. Ça, c'est un résultat à long terme. Vous voyez le début, là où on a fait la suture, et ensuite une trachée qui n'est pas très jolie, mais qui est large. Enfin, c'est jamais magnifique parce que c'est deux trucs circulaires qu'on met l'un avec l'autre, mais on voit par contre que c'est très large. Et c'est du tissu vivant, autologue, et qui va grandir. Enfin, moi, je vous passe un petit peu ça. Et je vais vous libérer. Juste pour vous dire que oui, ces anomalies des arcs aortiques et donc ces compressions trachéales, c'est toujours quelque chose de pluridisciplinaire, puisque parfois donc on a affaire aux ORL, aux pneumologues, parfois on doit collaborer avec les chirurgiens digestifs, et donc c'est vraiment une équipe avec beaucoup d'intervenants, puisque ces enfants, ils ne sont pas guéris une fois qu'ils ont été opérés, ils ont éventuellement besoin d'un petit peu de VNI, d'aide pour manger, etc., etc. Et donc, voilà, ça prend un petit peu de temps, ça prend du temps, pas beaucoup pour le chirurgien, parce que la chirurgie en général c'est courte, mais avant et après, c'est tout un travail d'équipe pour bien prendre en charge ces malades et avoir de bons résultats. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai une question. Comment expliquer les symptômes respiratoires dans les anomalies aortiques? J'espère que j'y ai répondu. J'espère que j'y ai répondu. Les symptômes respiratoires, ils ne sont liés qu'à la compression. Donc, c'est le degré de compression qui donne les symptômes. Et bien sûr, il y a des anomalies qui donnent des symptômes et d'autres non. Mais toutes les anomalies aortiques, effectivement, ne vont pas donner des symptômes respiratoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, ça, je vais terminer. Pour les questions, j'ai juste la boîte de questions-réponses. Arrête de partager. Ouais. Là. Et là aussi. Là 13h30. Ça reprend à 13h30. Ça reprend à 13h30. C'est à vous que je commence. Yeah. Okay. Alors, un double arc aortique avec un stridor chez le nouveau-né. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rare que si le double arc aortique est symptomatique sur un nouveau-né, il faut se dépêcher à l'opérer, puisque les besoins ventilatoires, ils augmentent de façon... les besoins ventilatoires, ils augmentent vers 3 semaines à mois. C'est-à-dire qu'au départ, le bébé, c'est une petite chose qui ne bouge pas beaucoup. Et donc, ces besoins respiratoires, vers 3 semaines à mois, ils montent beaucoup. Et c'est à ce moment-là que, la plupart du temps, ils vont devenir symptomatiques. Et donc, c'est très rare d'avoir des symptômes importants avant 2 semaines, 3 semaines. S'ils commencent à être symptomatiques à cet âge-là,
c'est qu'ils ont des formes graves avec des compressions très sévères. Et c'est typiquement ces formes-là où ça finit très mal, hein, qui finissent en réanimation, avec des difficultés de ventilation, éventuellement certains sous ECMO. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants sous ECMO. Et donc, le timing, c'est dès qu'on a opéré, dès qu'on a fait le diagnostic. Hein. Tous ces anomalies du arc symptomatiques, dès qu'on a fait le diagnostic, on opère. Il n'y a pas de limite de poids ou d'âge pour les chirurgies. On peut le faire à n'importe quel poids, n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge limite, hein, donc il n'y a pas d'âge limite pour l'intervention, il n'y a pas de poids limite. On peut faire ça à n'importe quel poids, puisque je dis ce sont des chirurgies assez simples. Hein, et on va sectionner un ligament artériel, voilà, il n'y a pas de. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser. Je pense que le prochain cours c'est à 13h30. Vous avez un petit peu de temps. Je regarde juste. Ok. Au revoir à tous, bon appétit.